Salut à tous, ici Michael, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo consacrée au logiciel Blender. Nous sommes toujours dans la formation, toujours dans la partie matériaux. Et aujourd'hui, on va s'attarder à une notion ultra importante. C'est quelque chose qui a beaucoup été demandé dans la formation précédente et qu'on avait un petit peu survolé. C'est toutes les nodes qui permettent de changer ou de définir une couleur quand on a déjà des matériaux de base, des textures préfaites, mais qu'on veut les modifier. Donc globalement, aujourd'hui, on va voir 4 nodes principales. On va voir le RGB. On va voir le Hue Saturation Value, le Brightness and Contrast et le node Color qui permet vraiment de faire les mélanges que vous souhaitez. Et celui-ci, il va nous être ultra important pour la suite de la formation, notamment quand on va traiter tout ce qui est shaders procéduraux avec des matériaux générés directement via des algorithmes avec Blender, donc qui va nous permettre de sortir des textures, de les mélanger avec ce fameux node, entre autres, pour faire vos propres matériaux de A à Z sans avoir besoin de télécharger des matériaux déjà faits sur Internet ou devoir les faire dans d'autres logiciels annexes comme Substance Painter, Designer, etc., etc. Donc globalement, on va passer un petit peu tout ça en revue. On va partir de haut à bas. Donc le node RGB, c'est quoi? C'est quelque chose qui permet tout simplement de définir une couleur brute, donc un signal RGB. RGB signifiant rouge, vert, bleu, pardon, red, green, blue en français. Et c'est quelque chose qui va nous être ultra utile pour définir une valeur de base et pour l'alimenter éventuellement à plusieurs endroits. Alors pourquoi c'est important? Si j'enlève mon nœud base color, donc ça au passage c'est la texture qu'on avait la dernière fois, hop là, dans notre Blender, vous voyez que là, Blender ne réutilise plus la texture de base qui définissait la couleur de notre matériau. Elle va uniquement être définie par le taux de métallique, de roughness de normal. Donc ça, c'est vraiment la vidéo précédente. C'est la continuité de là où on s'était arrêté la dernière fois. Et si je n'ai pas de texture qui définit le base color, c'est une couleur unie. Alors par défaut, c'est du blanc, mais je peux le mettre rouge, je peux le mettre vert, je peux le mettre bleu. Je fais ce que je veux. Et vous voyez que Blender va conserver toutes les anciennes informations de metallic roughness normal, parce que je ne vais pas lui indiquer de le changer. Je vais juste changer la base color. Donc je vais bien avoir un métallique défini par une texture, une roughness définie par une texture et une normale définie par une texture. J'insiste sur ça parce que souvent quand les gens débutent la création des matériaux dans Blender ou dans tout autre logiciel de 3D, c'est parfois un peu difficile de comprendre que chacune de ces données sont vraiment indépendantes. Donc je peux très bien définir la base color de manière totalement indépendante en récupérant le métallique, roughness et normal par des textures et ma base color le définir à la même. Alors pourquoi je vous conseille d'utiliser un RGB? Vous allez voir que ça fait exactement la même chose. Si je connecte mon RGB au base color et que je mets par exemple du bleu, je retombe sur ce que j'avais avant. Mais ça va vous permettre de réutiliser éventuellement la même valeur sur d'autres éléments. Alors là, dans notre exemple, on n'en a pas, mais imaginons que je veuille mélanger cette même couleur à une autre texture, mais je peux le faire en utilisant la même sortie, et ça me certifie à chaque fois d'avoir exactement la même couleur. Alors que c'est un petit peu moins pratique quand on a ça, je suis obligé de copier-coller le RGB pour le mettre à un autre endroit et être sûr que j'ai la même valeur. Là, un seul nœud me permet de faire tout ça, et pour les traitements un petit peu non destructifs procéduraux, c'est beaucoup plus pratique. Mais ça, on va dire que c'est la version la plus simple parce que j'ai une couleur unie sur l'intégralité de ma surface, couleur unie ici, parce qu'elle n'est pas définie par une texture. Maintenant, imaginons que je veuille conserver cette texture-là, mais que je veuille faire des traitements spécifiques. Ok? Donc ça, c'est ma base color. Je vais le mettre sur la base color et je vais afficher mon shader avec CTRL-SHIFT, clic gauche dessus. Comme ça, j'ai bien mon shader compilé global. Moi, j'aimerais bien conserver toutes ces informations-là, y compris la base color définie par la texture, mais malgré tout, je dois apporter un traitement spécifique. Ce traitement, il peut être de plusieurs sortes. Soit je veux changer carrément le Hue Saturation Value pour changer la couleur de ma texture et la saturation de celle-ci éventuellement. Soit je veux changer la luminosité et le contraste, donc ça peut être intéressant. Et vous voyez que là, ce node, il est assez intéressant parce qu'il possède éventuellement 3 entrées, mais une seule sortie. Ça veut dire qu'en entrée, je pourrais avoir une texture, ça m'arrange, c'est ce que j'ai ici. Éventuellement, des textures qui définissent le bright et contrast, nous on va le faire à la main. Et j'ai bien un nœud de sortie. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que si je prends mon node et que je le mets automatiquement sur le lien, vous voyez Blender fait quelque chose d'intéressant. Il nous indique que le lien passe en blanc, vous voyez par défaut il est jaune, ici, hop là, il passe au blanc. Et si je lâche, automatiquement, il va comprendre que ma texture en entrée elle va sur la color et que ma texture de sortie elle va sur le base color. Par défaut, rien ne change. Ça, c'est
quelque chose qui est propre à Blender, c'est que quand vous rajoutez un node, la plupart du temps, et que vous le rajoutez dans votre système nodal pour qu'il soit interprété, rien ne va changer parce qu'il fait en sorte que les valeurs de base n'aient aucune influence sur votre traitement. Et là, je vais pouvoir, par exemple, imaginons que la rouille, je veux vraiment la contraster, l'avoir beaucoup plus sombre, mais je vais pouvoir prendre mon Bright, le baisser un petit peu, par exemple, avec Shift pour vraiment avoir la main sur quelque chose. Alors ça aussi, c'est quelque chose qui est assez intéressant, c'est que par défaut, si vous laissez enfoncer votre clic et que vous glissez, ben, ça va faire du 0,1 en 0,1 en termes de pas, c'est beaucoup trop important. Si vous laissez enfoncer Shift de votre clavier, vous allez pouvoir avoir un pas de 0,01, et là, pour le coup, on peut vraiment avoir quelque chose, vous voyez, avec de la rouille, par exemple, beaucoup plus sombre, comme ceci. Donc ça, c'est intéressant. Et pareil, je vais pouvoir contraster, alors soit baisser mon contraste, soit l'augmenter, pour avoir quelque chose qui ressemble à ceci. Et là, pour voir la différence avant et après le traitement de texture, alors on serait tenté à chaque fois de ignorer avec le lien ici, mais il y a une manière beaucoup plus simple qui est présente sur tous les systèmes nodal de Blender, c'est la touche M. La touche M comme mute qui permet d'indiquer à Blender que la sélection de node doit être mutée, donc doit être muée, ne doit pas être interprétée dans mon système. Donc si je sélectionne Brightness and Contrast, si j'appuie sur M, vous voyez que je peux voir un avant-après. Et on a quelque chose qui, pour ce que je voulais faire, est beaucoup plus convaincant en après. J'ai vraiment une rouille qui tend un peu plus vers le rouge, qui est plus foncée, en baissant la luminosité et en augmentant le contraste. Donc ça, c'est la touche M. Alors je vais laisser la touche M ici, tac, comme ça mon Brighten and Contrast n'est plus tout impacté, et je vais prendre cette fois-ci mon Color. Non, pardon, on va prendre le Hue Saturation Value, on va faire dans l'ordre. Hue Saturation Value, pareil, par défaut, on a un certain nombre de valeurs. Si je le mets ici, on n'a aucun changement. Comment fonctionne le Hue Saturation Value? Mais ça permet tout simplement de changer la couleur en changeant le Hue. Donc ça, normalement, vous connaissez si vous avez fait un petit peu de Photoshop ou autre. C'est tout simplement, on va décaler le spectre de couleur de ma texture. Donc par défaut, on est à 0,5, ça veut dire qu'on est centré, ça veut dire que ma texture de base n'est pas modifiée. Mais quand je vais changer ça, ça va carrément changer, regardez, la couleur. Alors pourquoi on a l'impression que la couleur se change uniquement ici et pas au reste? Parce que le reste, c'est du métal. Et je vous rappelle que le métal, il a pour propriété physique de base d'avoir une légère surcouche de la couleur, mais surtout d'absorber et de reprojeter toutes les couleurs de mon environnement. Donc c'est vraiment sur ces parties-là qu'on va avoir un changement. Et donc je vais pouvoir changer pour avoir par exemple quelque chose qui ressemble, je sais pas moi, à du bleu, imaginons. Pas réaliste, hein, mais c'est pour l'exemple. La saturation permet de changer la saturation de ma couleur, donc avoir quelque chose plus ou moins vif. Quand je vais mettre une saturation qui s'approche de 0, je vais avoir quelque chose d'un petit peu noir et blanc, où on va perdre vraiment la couleur de base. Et si j'augmente au-dessus de 1, vous voyez qu'on a quelque chose de plus en plus saturé, mais on va perdre un petit peu en détail. Donc ça, c'est vraiment à gérer avec parcimonie. Et le value, c'est une sorte de luminosité qui va permettre soit d'assombrir mon Hue Saturation Value global de ma texture pour la multiplier avec du noir, soit la multiplier éventuellement avec quelque chose d'un petit peu plus clair. Et on a, chose également très intéressante, le factor qui est présent sur la plupart des notes de Blender, qui est tout simplement le taux d'influence de mon nœud. Alors on l'a pas sur le Brighten Contrast, mais on aurait pu l'avoir. Là, c'est quelque chose qui permet d'indiquer à Blender, tu as tous ces traitements qui sont faits. Maintenant, j'ai la main sur le facteur en pourcentage de cette influence. Par défaut, c'est à 1, c'est à 100%. Donc toutes les options que j'ai là, elles sont appliquées à 100% sur mon shader. Si je baisse un petit peu, vous voyez que petit à petit, tous les traitements que j'ai fait en haut, on va les perdre pour retomber sur ma texture de base. Donc si je vais à 0, c'est exactement comme si j'avais mute mon node. Vous voyez, si j'appuie sur M, j'ai aucun changement. Donc ça permet vraiment de définir le taux de mélange entre la texture de base et le traitement fait par mon nœud. Je pourrais même le définir par rapport à une texture. Donc ça, c'est une notion encore plus avancée, mais ça pourrait être une texture qui définit le taux de facteur pour avoir des mélanges un petit peu aléatoires ou autres. Et là, l'avantage, pourquoi j'ai fait exprès de garder mon Bright and Contrast, pour que vous puissiez bien comprendre comment fonctionne un système nodal, à chaque fois que j'ai une entrée, un traitement, une sortie, c'est quelque chose qui est séquentiel, c'est quelque chose qui va s'additionner. Donc si j'enlève mon Bright and Contrast de tout à l'heure, vous voyez que je vais non seulement avoir mon traitement de Bright and Contrast, on le voit bien ici, j'ai bien quelque chose de beaucoup plus sombre, et en plus, mon Hue Saturation Value. Donc ça, c'est ultra important de comprendre que c'est quelque chose qui est un petit peu additif. À chaque fois, j'ai des traitements en surcouche de manière séquentielle qui va être interprété par Blender. Et ça, c'est la base du système nodal et c'est la base du non destructif. L'avantage, c'est qu'on peut facilement récupérer des valeurs à droite à gauche pour sortir de mon arbre, pour faire une branche spécifique avec un traitement, etc. etc. C'est la partie la plus compliquée à comprendre sur le système nodal.
une fois que vous avez compris ça, globalement, après c'est juste une philosophie de travail, mais vous allez voir que ça va être beaucoup plus simple à anticiper. Donc ça, c'était pour les nodes, on va dire, de base. Maintenant, j'en ai une autre qui est également très intéressante. Alors, petit raccourci clavier également, qui est assez cool. Si vous supprimez des nodes, vous allez voir que Blender va perdre le lien. Il y a un raccourci clavier qui permet de dire à Blender, tu me supprimes les nodes, mais tu me conserves l'entrée et sortie de celle-ci. Donc globalement, avoir un lien entre ma texture et mon base color, si je supprime cela, c'est CTRL X. Alors facile de s'en rappeler, c'est l'équivalent du couper dans les autres logiciels. Et vous voyez qu'il m'a bien supprimé les nodes, mais en plus, en bonus, il m'a conservé le lien que j'avais juste ici. Donc ça, c'est chouette. Chose aussi que je ne vous ai pas présentée, mais la couleur des pastilles est ultra importante. Là, depuis tout à l'heure, on travaille sur des couleurs parce qu'on est sur une base color en termes de texture et en entrée de shader. Donc on a bien des pastilles jaunes et jaunes en sortie. C'est pour ça que d'ailleurs, quand on survole automatiquement, il arrive à bien comprendre et bien faire le traitement. Des fois, on a des petits changements, comme on avait vu la dernière fois, sur le metalness, sur la roughness, sur les normales. C'est des valeurs, entre guillemets, de couleur. Donc nous, on le force en non-color, qu'on vient interpréter en noir et blanc. C'est pour ça qu'il y a un dégradé ici sur le nœud. Blender indique bien qu'il va convertir une valeur qui, à la base, est comprise en RGB sur du noir et blanc. Okay, donc nous, on le force avec du non-color, mais sachez que ça existe. Et là, on reste sur du jaune. Donc on a une compatibilité à 100%. Maintenant, qu'est-ce que c'est que ce node? Je vais juste reset, hop là, les valeurs par défaut, avec comme backspace au survol. J'ai quelque chose qui permet, je vais le rajouter avec Shift A. Alors au passage, hein, le Bright, le Hue Saturation, vous avez juste à faire Shift A et à chercher un mot. Si par exemple je tape Brightness, vous voyez qu'il s'affiche. Si je tape Hue, vous voyez qu'il s'affiche également. Sinon, il y a des catégories exprès. Nous, ce qui va nous intéresser maintenant, c'est le Mix Color. Le Mix Color, ça permet, comme le nom l'indique, de mélanger deux entrées de type couleur, de faire un traitement spécifique une fois de plus selon un factor. Donc le amount of mixing, c'est vraiment le taux de mélange entre mes deux entrées, je vais vous expliquer ça aussi, et d'avoir en résultat une seule sortie. Donc ça nous arrange. Pareil, je vais glisser, je vais le mettre ici. Et là par défaut, je vous avais dit que des fois Blender il faisait aucun traitement. Là vous voyez que si je mute ceci, il y a bien un traitement qui se fait. Alors c'est obligatoire parce que là, pour le coup, on va vraiment influencer de manière brute la couleur d'entrée. La couleur d'entrée se fait par rapport au factor. Donc le factor, comme d'habitude, c'est le taux d'influence. Donc là, vu que j'ai deux entrées, le factor est un petit peu spécifique. Si je mets un factor à 0, c'est uniquement l'entrée A qui va être interprétée. Donc là, la sortie sera égale à 100% à mon entrée A, il n'y aura pas de traitement. Si je mets un facteur à 1, c'est uniquement ma sortie B qui va être interprétée. C'est pour ça que là, la couleur que j'ai ici, si je la change, si je mets du vert par exemple, mais j'ai 100% de cette couleur qui va être interprétée. Donc ça, c'est exactement la même chose que si je prenais un RGB, que je mettais le même vert, j'ai fait un petit CTRL-C, CTRL-V, et que je faisais ça. Vous voyez là, j'ai exactement le même résultat. Pourquoi? Parce que là, j'ai forcé un facteur à 1, donc Blender, il va carrément ignorer l'entrée A et prendre uniquement la B, qui est dans mon cas une couleur unique qui est ici. Alors si vous avez bien compris le système nodal, j'aurais très bien pu faire quelque chose qui ressemble à ceci, et j'ai exactement le même résultat. Avantage que j'ai énoncé tout à l'heure, je peux réutiliser ce nœud de manière beaucoup plus propre dans d'autres nodes, par exemple, dans d'autres calculs, de manière automatique et de manière non destructive. C'est ça l'avantage du système nodal. Alors du coup, ça à quoi ça sert? Mais ça va tout simplement être le taux de mélange. C'est-à-dire que si par défaut je me mets à 0,5, Blender, il va faire un mélange, un mix, à 50-50, donc moitié-moitié, entre l'entrée 1 et l'entrée 2. Donc ça va me permettre de colorer une texture. Donc sans utiliser le Hue, donc le Hue ça permet vraiment de changer le spectre de couleur. Là je vais dire à Blender, tu prends ma texture de base, qui est celle-ci, tu me mélanges avec ma couleur, qui est celle-ci, et on obtient ceci, en mode brut, sans interprétation de shader. Là vous voyez, je passe pas dans le principal BSDF, je prends uniquement ma sortie de mix, c'est beaucoup plus simple à comprendre, vous allez comprendre. Ça fait beaucoup de comprendre dans la phrase, vous allez voir. Donc le facteur, vous voyez, quand je vais le changer, petit à petit, on va avoir un mélange qui va s'effectuer. Et ce qui est très très cool, ceux qui sont habitués un petit peu à faire du Photoshop ou autre, il y a des algorithmes qui vont vous parler. Si je clique ici sur le mix, voilà ce qu'on a. On a différents modes de mélange. Donc par défaut, on a un mix, c'est-à-dire que c'est un mélange brut. Je pourrais faire du add pour additionner une couleur. Et là, vous allez voir que du coup, c'est un petit peu différent en termes de résultats. Je pourrais faire du multiply pour carrément multiplier la couleur. Je l'ai perdu, il est ici. Et là, vous voyez que c'est encore un algorithme différent parce qu'il va multiplier
les deux valeurs. J'ai du overlay, j'ai du subdivide. Donc tout ça, c'est des choses que vous connaissez. J'ai le color pour vraiment colorer la valeur de base, mais sans vraiment le mélanger. Ça, si vous avez déjà fait du Photoshop ou autre, c'est assez intuitif. Pour ceux qui n'en ont jamais fait, on fera des exemples très pratiques avec des maps en noir et blanc. C'est beaucoup plus facile à comprendre. Donc, si on multiplie une valeur de 1, on retombe sur la valeur. Si on multiplie une valeur de 0, on absorbe la valeur. Il y a plein de choses comme ça. L'addition, c'est un petit peu l'inverse. Si j'additionne une valeur de 0, il ne se passe rien. Si j'additionne une valeur de 1, c'est cette valeur-là qui va prendre le dessus. Donc, il y a plein de choses qu'on peut changer par rapport à ça. Et ce qui est ultra intéressant, c'est que tout ce qu'on a vu aujourd'hui, c'est vraiment additif. Donc, je pourrais, dans un premier temps, imaginons que je considère que ma rouille étant un petit peu trop vers le marron, moi j'aimerais bien un truc un peu plus rouge. Donc, je vais aller vers du rouge comme ceci. Donc, regardez la différence avant, après. Donc, je pourrais le mélanger par exemple comme ça. Le color me va pas, donc je vais mettre du mix pour l'avoir un petit peu partout. Comme ça, même mon métal est un petit peu rouge. Ça, c'est à vous de fouiller. Hein. Vous allez voir qu'au fur et à mesure, vous allez très vite vous apercevoir de comment ça réagit. Donc le multiply, vous voyez comment ça fait. Si je fais du, par exemple, un add, vous voyez, c'est pas tout à fait la même chose. Là, il va vraiment additionner la couleur. Donc imaginons, on va partir sur du add. Ça, je vous conseille de tester. Sinon, comme je vous ai dit, on fera des choses un petit peu pratiques. Sur ça, ce sera plus intuitif. Donc j'ai du rouge. Maintenant, je peux rajouter un bright saturation, un bright contrast, pardon, baisser un petit peu ceci pour avoir quelque chose de beaucoup plus foncé. Je trouve que c'est un petit peu trop contrasté, donc je vais baisser mon contraste. Voilà, comme ceci. Parfait. Et ensuite, le dernier qu'on avait vu, c'est le Hue Saturation Value. Donc je peux baisser un petit peu la saturation pour avoir quelque chose un petit peu plus désaturé, avec moins de couleurs vivantes. Baisser un petit peu le factor si je trouve que c'est trop fait. Et voilà. Donc on passe de ceci à ceci. Donc on a bien changé la couleur globale, avec quelque chose qui passe d'un marron assez désaturé à un rouge un petit peu plus marquant. Donc on a traité la couleur d'entrée de mon shader. Donc tous ces traitements, je les fais sur la base color parce que c'est beaucoup plus intuitif vu qu'on a vraiment un RGB qui va indiquer une couleur sur notre shader. Mais j'aurais pu le faire sur des notes de noir et blanc avec des traitements différents. Donc par exemple, si je prends ma metalness, ben, je pourrais très bien lui rajouter un... on va dire... alors, ma roughness sera quand même plus intuitif. Hop là, ma roughness qui ressemble à ceci. Je pourrais très bien lui rajouter un Bright and Contrast. Voilà, comme ceci. Augmenter, par exemple, baisser la brightness. Et vous allez voir que si je mets ça dans ma roughness, de suite, on va avoir quelque chose avec, vous voyez, une roughness qui va pouvoir être traitée directement par ce node-là. Donc, tout ça pour vous dire que, malgré le fait qu'on utilise des textures de base, c'est pas figé. Je peux encore les modifier. Et toutes ces nodes, je m'y attarde un petit peu dessus parce qu'on va les utiliser régulièrement, notamment quand on va faire soit des traitements de texture, parce que vous n'allez jamais trouver une texture qui match à 100% à ce que vous voulez vraiment comme résultat. Soit il y aura un petit peu trop de roughness, soit un petit peu trop de métallique, soit pas assez de color. Et vous pouvez bien évidemment le traiter après coup. Donc le but c'est de trouver des textures qui représentent un matériel global à ce que vous voulez, mais qui ne sera pas pixel perfect. Et ensuite, vous venez un petit peu le modifier avec des nodes custom pour obtenir le résultat souhaité. Et vous allez voir que quand on va faire du procédural et qu'on va vraiment créer de A à Z nos propres matériaux, ce sera encore plus intéressant. Donc voilà, c'est tout pour aujourd'hui, j'espère que ça vous aura plu. Il y a encore une autre technique pour modifier les couleurs qu'on verra dans la vidéo juste d'après. C'est avec les color ramps, parce que vous allez voir que c'est extrêmement puissant. On ne va pas l'utiliser que pour les couleurs, on va l'utiliser pour changer un petit peu tous les paramétrages qu'il y a en dessous. C'est très intuitif, j'essaierai de vous montrer des exemples concrets. J'espère que ça vous aura plu et je vous dis à très très vite pour la suite de la formation.